Et là, tu te dis, attends, il y a ce gars qui a vraisemblablement compris quelque chose que 99% des gens dans le monde n'ont pas compris et qui a, en l'espace de 6 mois, fait un profit d'1 milliard de dollars. Et au-delà, si tu veux, du chiffre, c'est vraiment qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'il connaît que nous, on ne connaît pas. Là, pour moi, la chose la plus importante, et ça revient à ce que tu disais juste avant, c'est que les gens ne prennent pas vraiment le temps de se connaître. Moi, je suis la Banque Centrale. On est à Alexis Mouly Bank Corporation, tu vois. Tu viens me voir et I tu me hope dis... so, man. Oui, Ça arrivera un jour, ça. Je te fais kiffer un peu, tu vois. Moi, je prête l'argent, mais je vais pas venir avec des cargos de cash. Ouais, y a pas de sac, évidemment. On va faire une petite écriture digitale, tac, tac. Ben, donc moi, je crée cette écriture digitale. En fait, tu as ton compte chez moi et je vais dire, bon, bah très bien, je crédite le compte de Alexis Mouly Bank Corporation de 10 milliards. Donc c'est encore plus simple que ce qu'on le pense. C'est pour ça, vous croyez que c'est nous les vrais vendeurs, mais les gars, nous on fait gaulerie tout le monde. C'est ces mecs-là les vrais. L'un des critères d'esprit qu'il faut avoir pour réussir à survivre aujourd'hui, c'est l'esprit critique. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the So precious good. to the party. Chers amis, bonjour et bienvenue. Je suis aujourd'hui avec un vrai monsieur de la finance. Et je dis ça pourquoi? Parce que moi, Dubaï, ça fait quelques années. Et je crois que toutes les personnes que j'ai rencontrées ici, j'ai jamais vu une personne réellement legit dans le monde de la finance. Et encore moins une personne qui m'a donné des bons constats, des bons conseils et une vision nuancée. Le mec, il dit, vas-y, fous tout sur noir, fous tout sur rouge, suis-moi, n'écoute personne. Mais j'ai jamais réussi à trouver un vrai propos nuancé. Et je crois que la vérité est dans la nuance, un peu comme dans tout sujet. Et tu as été le premier mec, en tout cas sur Dubaï. Après, à Londres, j'ai rencontré des gars qui étaient bien en finance. Mais sur Dubaï, tu étais le premier gars que j'ai rencontré où j'ai eu une vraie discussion. Je me suis dit, OK, ce mec-là, il vaut vraiment le coup dans le domaine des finances. Bah, c'est gentil, mais tu sais, la discussion, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que si on a pu avoir ces quelques échanges, c'est parce que aussi tu as un esprit très perspicace, tu poses les bonnes questions et forcément, quand tu es en face de quelqu'un qui a vraiment envie de comprendre, et non pas pour faire de la conversation, mais parce qu'il y a un vrai intérêt, ça permet de pouvoir ouvrir des portes et de développer une vraie relation basée sur l'intérêt de la connaissance. Donc c'est cool. There you go, man. C'est bon, ça. Écoute, moi, quand j'ai commencé à vouloir travailler et tout, entreprendre, moi, mon vrai main goal, c'était de faire de l'argent. Ouais. Et tu vois, je me suis posé une table, je me suis dit, OK, quelles sont les différentes compétences qui vont me permettre de faire de l'argent? Et j'ai regardé des stats, et il s'avère qu'en fait, de manière statistique, le meilleur moyen de devenir millionnaire, c'est d'être dans le domaine des finances. Mhm. Je me suis vite fait poser, j'ai essayé quelques trucs, et j'ai vite comprendre que ça n'avait pas été fait pour moi du tout, mais du tout. Parce que moi, j'aime parler, j'aime rencontrer, et je me voyais mal me poser derrière un écran, Ouais. d'ailleurs souvent derrière 6 écrans, Ouais. et checker des charts. Tu Ouais. vois. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as pris cette décision de te dire, OK, je me lance dans les finances, c'est un truc qui me fait kiffer. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le domaine en question? Est-ce que c'est les gens qui sont à l'intérieur? C'est quoi le truc qui t'a excité à la base, toi? Alors, c'est une très bonne question et on va remonter un petit peu le temps ensemble. Et pour te donner un peu de contexte, moi, je suis né en France dans les années 80, milieu des années 80, si tu veux. Et j'ai grandi dans une petite campagne française avec des parents CSP+, tu vois. Donc, famille française mélangée, comme le ton de ma couleur l'indique. Et, mais si tu veux, avec des vraies valeurs sur le travail. Le travail, les études et l'importance, si tu veux, de l'intégrité et de l'effort. Et donc, si tu veux, moi, j'ai vu mes parents énormément travailler et montrer un exemple sur l'importance et la fierté du travail et du devoir accompli. Et dans début des années 90, j'avais quelques années et en fait, je regarde un documentaire avec mes parents et c'était sur George Soros. Et George Soros, c'est, si tu veux, c'est un peu le Cristiano Ronaldo de la finance, si tu veux, dans les années 90 et 2000. Il a fait quoi, ce mec?
En fait, il a créé un fonds d'investissement. C'est un fonds qui s'appelle Global Macro. Donc, si tu veux, c'est un mec qui va étudier les différentes situations économiques, géopolitiques à travers le monde et va prendre, si tu veux, des positions à la hausse comme à la baisse, soit sur des matières premières, soit sur la dette de pays, soit sur les devises, avec un but de multiplier par 3, 4, 5, 10 son argent sur un horizon relativement court. Tu vois. C'est quoi ça? C'est monthly, yearly? Non, ça va être il va prendre des positions sur 6 mois, 1 an, tu vois. Avec vraiment l'idée de faire un x3, Voilà, x4. exactement. tu Ah, vois. mais c'est quoi ce délire? C'est-à-dire qu'il prend des boîtes qui n'ont pas encore pump ou qui n'ont pas encore fait de. Alors, il va tour de utiliser, table. ouais, alors, il va uniquement utiliser, si tu veux, des produits listés. Ok. Tu vois. Donc c'est déjà listé. C'est déjà listé et en fait, il va utiliser des produits à effet de levier, tu vois, donc soit des options, soit tu vois du leverage, histoire de, si tu veux, d'amplifier sa performance sur un actif sous-jacent, tu vois. Donc, par exemple, moi, ce qui m'a bluffé et qui a fait que j'ai commencé à me poser de réelles questions, c'est que si tu veux, le gars, dans le début des années 90, si tu veux, c'est la construction européenne. D'accord. Donc, l'ensemble des pays européens, sous le traité de Maastricht, se disent OK, on va faire une zone monétaire économique commune. Tu vois. Sauf que nos amis britanniques, voulant, si tu veux, faire partie de ce projet, mais ne pas abandonner leur souveraineté économique et monétaire, ont refusé, si tu veux, officieusement, de faire partie de ce projet et ont demandé l'aide à M. Soros afin de les faire sortir du mécanisme monétaire qui allait les pousser à faire partie de l'écu qui est devenu l'euro. Ça, c'est un délire. Ça. Voilà. Et donc, mais ça, si tu veux, à l'époque, on ne le savait pas. À l'époque, on voit M. George Soros comme celui qui a parié contre la livre sterling et qui a réussi à faire sauter la Banque d'Angleterre. Donc moi, je te remets le contexte. J'ai 8 ans, 9 ans, 10 ans. Je suis assis dans une campagne française avec mes parents. C'est un dimanche après-midi. On regarde, je ne sais plus si c'est un envoyé spécial ou tu vois, une émission du genre. Et là, tu te dis, attends, il y a ce gars qui a vraisemblablement compris quelque chose que 99% des gens dans le monde n'ont pas compris. Tu vois, et qui a, en l'espace de 6 mois, fait un profit d'1 milliard de dollars en restant dans son bureau, en ayant quelques petites connexions, en ayant fait quelques analyses et qui n'a pas eu à se casser la tête comme je vois mes parents ou d'autres parents autour de moi travailler, économiser, étudier. Et donc, si tu veux, moi, je me tourne vers mes parents et je me dis, mais quelle est la recette? Qu'est-ce qu'il a fait, tu vois? Et au-delà, si tu veux, du chiffre, c'est vraiment qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'il connaît que nous, on ne connaît pas. Il y a une info que le mec il a. Qu'est-ce qu'il a Y a fait? pas de- Exactement, tu vois. Donc, sujet. c'est qu'il y a un hack. Ouais, bien Tu sûr. vois, c'est comme si le hack dans le jeu vidéo, il y a un hack. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir ce hack, pour pouvoir, si tu veux, décorréler ton effort et ton temps de ton argent, tu vois. Et c'est là où le leverage y rentre en compte. C'est là où le leverage rentre en compte, c'est là où la finance, d'une manière générale, le domaine rentre en considération. Et là, mes parents me disent, mais ça, c'est un gars de la finance, on ne sait pas exactement quel est le chemin, mais en tout cas, certainement, il a dû travailler à l'école, diplôme, voie financière, et commencer dans la banque et dans la finance. Donc là, je me suis dit, exactement, je me suis dit, je me fais la promesse à partir de ce jour-là. Tu vois, j'avais à peine 10 ans que j'allais rentrer dans le domaine de la finance et que j'allais pas uniquement, si tu veux, courir après l'argent, mais comprendre ce système, comprendre le mécanisme et, si tu veux, faire jouer le système en ma faveur et non pas moi travaillant pour le système. Ça, c'est incroyable. Et en fait, ce qui est fou, c'est que tu comprends que quand tu commences à appréhender les gros domaines de vie, la communication, les finances, la tech aujourd'hui, c'est un vrai sujet, peut-être même AI. En tout cas, ces gros domaines de vie, si tu as quelques années, quelques centaines d'heures au minima d'avance par rapport aux autres, tu es une autre personne. C'est-à-dire que tu es vraiment un super-héros à part entière. Exactement. Et je crois que c'est trop intéressant parce que je pousse vraiment les gens à, même si c'est pas forcément faire des études dans la finance, tu vois, à garder un esprit critique et à essayer de comprendre les trucs. Moi, ça me fascine que les gens, tous les jours, ils double-cliquent, ils foutent des coups de carte et ils se posent pas de questions, tu vois. Ils se disent, attends, mais d'où vient l'oseille, par où est-ce qu'il transite, comment fonctionnent les banques
Pourquoi d'ailleurs une banque existe? Parce que si une banque existe, c'est par définition, elle est rentable avec son business model. Et Exactement. qu'est-ce qui fait qu'elle soit rentable? Donc, attends, mais je comprends pas, ils utilisent mon argent, mais c'est des voleurs, oui, non. En fait, juste, c'est trop important de se dire, et c'est pour ça que les finances, c'est un truc qui me fascine. Tous les jours, on utilise un truc qui s'appelle l'argent. Exactement. On sait pas ce que c'est. Exactement. Et Ça ça, fait ça me dépasse, mec. Mais ça fait partie, si tu veux, des trois, on va dire, grands mystères de l'humanité. C'est Dieu, bien sûr, l'argent et l'amour. Tu Ah, vois. ouais, c'est C'est clair. ça, tu vois. Et en fait, c'est très intéressant de se dire que sur ces problématiques qui ont bercé et animé l'humanité, si tu veux, depuis des centaines de milliers d'années, qu'on ne nous l'apprend pas à l'école. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est de se dire, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes, même d'un point de vue philosophique, d'un point de vue moral, d'un point de vue civilisationnel, tu vois. Et pourtant, on n'en parle pas. On nous parle beaucoup de choses intéressantes à l'école, mais si tu veux comprendre d'où vient l'argent, comprendre qui le crée, qui le contrôle, quels sont ses effets, quelles sont les conséquences, quel est aussi notre rapport à l'argent, qui n'est pas nécessairement un rapport de se dire, OK, j'ai beaucoup d'argent, ça fait de moi quelqu'un de d'aisé, ou ça fait quelqu'un de moi de supérieur ou d'influent. Non, c'est aussi de se dire, OK, quel est le pouvoir et la responsabilité que j'ai, tu vois. Pourquoi j'ai de l'argent, pourquoi je veux avoir de l'argent et qu'est-ce que je veux en faire et quel est ce pouvoir, tu vois. Et non pas de se dire, OK, je travaille, j'ai de l'argent et si tu veux, je reste cantonné à mon petit périmètre de consommateur, tu vois, d'observateur, tu vois, et de se dire finalement, je vais essayer de rester discret parce que je ne veux pas attirer la jalousie, tu vois. Et encore une fois, ça se respecte, ça se comprend. Mais comme tu le dis, à très juste titre, la réflexion critique est quelque chose qui est extrêmement important dans ce domaine comme dans bien d'autres. Ouais. Et les gens, ils se posent, ils disent, attends, mais ouais, l'euro aujourd'hui il vaut 1, comme le dollar vaut 1 aujourd'hui. Mais Mm. sans jamais comprendre. Et tu vois, moi, c'est un truc qui me fascine. Peut-être que c'est moi qui ai trop d'esprit critique par rapport aux gens. J'en parlais récemment avec un pote, je disais, je crois que l'une des compétences. En fait, mais est-ce que c'est une compétence? L'un des critères d'esprit qu'il faut avoir pour réussir à survivre aujourd'hui, c'est l'esprit critique. Ouais. Et je te dis, je l'ai répété peut-être 1000 fois dans mes podcasts, mais quand moi je vais voir mes grands-parents et que je m'engueule avec eux pendant une demi-heure parce que leur vie c'est de recracher exactement ce qu'ils écoutent le matin et le soir sur BFM, je me dis ouais, peut-être qu'une petite once d'esprit critique là-dedans ferait de mal à personne, tu vois. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est malheureusement, c'est si tu veux, Heureusement pour nous après, by the way, parce qu'il y en a qui en profitent toujours, tu vois. Il ne faut pas dire le contraire. c'est sûr. Mais ce que c'est je veux sûr. dire, c'est que le monde, alors, est-ce qu'il irait mieux ou est-ce qu'il est-ce qu'il se coupera en deux le monde? J'en sais rien. Mais Ah. en tout cas, ça me désole. Moi, ça me fait vraiment mal au Ouais. cœur de discuter avec des personnes qui passent leur journée à répéter ce qu'on leur dit à droite, à gauche, sans essayer d'ajouter un petit peu de eux à la conversation, tu vois. Ouais. Un peu d'être. Mais en fait, si tu veux, c'est aussi très en fait symptomatique de l'univers médiatique dans lequel on est, tu vois. C'est-à-dire que on est bombardé d'informations, tu vois. Et All day long. exactement. Et en fait, avec des intérêts contradictoires, tu vois. Donc, tu te dis, OK, est-ce que l'information... Avant, tu te dis, OK, je consomme l'information. Si on reprend le modèle de l'école. Tu pars du postulat que le mec qui est en face de toi, ou la femme en face de toi, la professeure, elle a de l'information à te donner pour ton bien. D'accord? Donc, déjà, dans cette relation de verticalité, tu vas pas commencer, la plupart du temps, à critiquer, tu vois, ou de contester, si tu veux, ce que la personne t'enseigne. Ouais, c'est Et clair. si tu veux le faire, malheureusement, alors ça, c'est souvent la différence que j'ai vue entre le système anglo-saxon et le système français, c'est que tu vas être pénalisé, tu vas être puni, tu vois. Qui es-tu, toi, Alexis, de 12 ans, pour venir me contester, moi, Mehdi, de 40 ans, professeur, et qui a, tu vois, qui es-tu? Écoute, apprends, tais-toi, et après, alors que l'esprit critique n'a rien à voir, si tu veux, avec la connaissance, l'étendue du savoir, mais plutôt à une prédisposition mentale à se dire, OK, est-ce que ça a du sens? Comment ça peut me bénéficier? Est-ce que c'est bon? Des questions... Et essayer d'apprendre. et essayer- Non, essayer de comprendre. Exactement. Excuse-moi, c'est ça le gros truc. Tu vois, moi, mes profs me détestaient parce que je posais 8000 questions. Ouais, En fait, je posais pas 8000 questions pour être casse-couille. C'est pas le sujet d'être casse-couille parce que tu veux être casse-couille. C'est que moi, quand quelqu'un me disait, attends, ben ça et ça,
où en gros, il me donnait un résultat très clair. Mais moi, je ne comprenais pas. Ouais. Je pouvais apprendre et essayer de mémoriser. Je n'avais pas une très bonne mémoire, honnêtement. Moi, mon sujet, c'était de comprendre. Ouais. Et du coup, je posais des questions. Sauf que tu imagines, quand tu es en train de faire de l'algèbre et que le mec, il doit remonter à la découverte d'il y a 4500 ans qui a été fait au sommet des pyramides, il est comme un ouf, tu vois. Ouais. Mais sauf que c'était vraiment trop important pour moi. Et c'est pour ça que j'ai réussi des choses, parce que j'ai été toujours assez bon à... On me donne quelque chose qui peut-être, tu vois, un peu flou, un peu sombre. Et moi, je prends vraiment du temps à essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Ouais. Mais pas parce que je pense que ça va m'apporter de la valeur, juste parce que je déteste pas comprendre un truc, tu vois. Mm. Alors aujourd'hui, je dois essayer de faire un peu sans, parce que quand tu délègues à quelqu'un, c'est aussi faire confiance à une personne qui est censée être meilleure que toi dans ton domaine. Ouais. Comme le monsieur qui vient de brancher les caméras et Exactement. les micros, tu vois. Je suis Ouais. pas allé checker les photos. Le mec m'a demandé, viens de checker, tu vois, les cadres. J'ai dit non, je vais pas te checker. T'es le T'es le professionnel, je te fais professionnel, confiance. c'est ça, exactement. C'est trop important. Comment tu fais, toi, pour faire la part des choses? Comment est-ce que tu fais pour choper les bonnes... Enfin, comment tu fais pour t'assurer que tu maximises tes chances de choper les bonnes informations au bon endroit et de pas te faire duper par le brouhaha qu'on prend tous les jours dans la tronche? Alors, déjà, on va remonter un tout petit peu avant. Et sur le domaine de l'investissement, pour moi, la chose la plus importante, et ça revient à ce que tu disais juste avant, la chose la plus importante, c'est que les gens ne prennent pas vraiment le temps de se connaître. Donc, quand toi, tu as dit que tu as regardé un peu les études statistiques et le trading ou la finance, statistiquement, a plus de chances d'apporter quelqu'un d'un statut, on va dire, 0 à 1 million. Et quand toi, tu as commencé à tatiller, tu ne te voyais pas. C'est exactement, on revient encore à l'esprit critique, c'est exactement le travail que beaucoup de gens ne font pas. C'est-à-dire se dire, OK, moi, en tant que personne, qu'est-ce qui m'intéresse et dans l'investissement et qu'est-ce qui me correspond, tu vois. Il y a certains investisseurs qui recherchent de la stabilité, de la tranquillité. Il y a certains investisseurs qui cherchent de l'appréciation du capital. Il y a certains investisseurs qui cherchent de la rente, voilà. Il y a certains investisseurs qui, eux, rêvent, si tu veux, d'investir dans une start-up qui va faire x10 dans 10 ans et qui sont tout à fait tranquilles avec l'idée de ne pas voir leur argent pendant 10 ans. Tu vois. Ouais, c'est clair. Ou même de le perdre d'ailleurs. Ou même de le perdre. Les VC, Exactement. ils savent très bien que c'est Exactement. une sur beaucoup. Voilà. En Et général. eux jouent le jeu statistique d'investir dans 20 pour faire jouer encore une fois la statistique en leur faveur. Tu vois. Exact. Mais ça, c'est une question que tout le monde a la responsabilité de se poser. C'est-à-dire, OK, en fonction de moi, mes considérations professionnelles, psychologiques, mon appétence au risque, quel type d'investisseur je suis? À partir du moment où tu as défini ton profil investisseur, tu peux d'ores et déjà te dire, OK, voici les types d'actifs qui me correspondent. Donc, je ne vais pas aller si tu veux, à la recherche d'informations, si tu veux, partout, tu vois, ou qui ne me correspond pas, ou qui ne m'apporte rien. Je vais déjà faire une présélection et de me dire, c'est typiquement si je te dis, dans le domaine de la santé, la biotechnologie, par exemple, est un domaine qui est très binaire. Donc forcément, moi, ça m'intéresse moins parce que c'est des entreprises avec une technologie très particulière et tout. Est-ce que je vais aller passer du temps à aller lire des revues scientifiques, médicales, comme les revues comme comment ça s'appelle, le New England Journal of Medicine, pour aller feuilleter et me dire, OK, alors ce spécialiste a dit... Non, tu vois. Ça t'apporte zéro valeur. Ça n'apporte absolument... Parce que ça ne me correspond pas, tu vois. Toi, peut-être que ça va te correspondre parce que ton frère est un spécialiste dans la cancérologie, qui est un spécialiste... Tu te casses dédié à mon frère. Et tu te dis, OK, très bien, je vais avoir quelqu'un qui va pouvoir m'apporter de la lumière, on va pouvoir investir de manière éclairée. Mais Ah ouais, c'est bon ça. une fois que tu as fait ce travail, on va dire, d'introspection pratique, tu te dis, OK, cette classe d'actifs m'intéresse, cette classe d'actifs m'intéresse, elle me correspond. À partir du moment où tu as fait ce travail, tu dois comprendre quels sont les grands blocs de compréhension de la finance. Donc, qu'est-ce qui sous-tend la finance? Exactement.
Qu'est-ce qui sous-tend la finance? I'm listening, man. Et il y a de l'oseille à attraper, là. Alors, je sais pas. Oui, il y a de l'oseille à attraper. Ah ouais, alors attends, by the way, faut que je fasse un truc. Ouais. Warning, pas de conseil en investissement, Pas du blablabli, blablabla. C'est information et entertainment purposes. So good. Here we go. C'est parti. En fait, la finance, si tu veux, c'est la discipline d'allocation du capital. Voilà. Et l'allocation du capital, elle se fait avec l'anticipation de l'augmentation de ce dit capital. Voilà. Et donc, il y a encore une fois plusieurs façons d'augmenter ton capital en fonction des différentes classes d'actifs et des risques qui leur correspondent. Maintenant, la finance, si tu veux, afin d'augmenter ce capital, comme tu disais, elle doit anticiper ce qui se passe dans l'économie, ce qui se passe dans le monde. On revient à notre ami George Soros. Et pour ça, tu dois déjà comprendre, il y a 2-3 building blocks à comprendre afin d'avoir une perspective globale, ce qu'on appelle la world view, de ce qui est en train de se passer. C'est bien, mais qu'est-ce qui risque de se passer? Okay. Pour bien se positionner. Exactement. C'est ça tout le sujet. Exactement, c'est ça. Choper la bonne vague au bon moment. Exactement. Mais il ne s'agit pas de se dire, alors tu dis, mais alors attends, mais comment? C'est pas la boule de cristal de Madame Irma, tu vois. On n'est pas du tout dans ça. On est dans si tu veux, on fait un plan de se dire quels sont les différents scénarios qui statistiquement ont le plus de chances de se produire en fonction de la donnée que j'ai actuellement. Ok. Et donc tu vas catégoriser ces données en fonction on va dire de 3 grandes familles de données. Les données monétaires, c'est-à-dire les banques centrales. Alors souvent on parle économie, la politique, l'Union européenne, le gouvernement américain et tout. Frère, on commence toujours par la banque centrale. Pourquoi? Parce que la banque centrale, elle définit une chose, c'est le prix de l'argent et la quantité d'argent en circulation. C'est pas toi qui le définis, c'est pas monsieur Macron, c'est pas monsieur Biden, c'est les banques centrales. Ils peuvent donner des inputs, appuyer ou ne pas appuyer, mais en gros, à la fin de la journée, ce qu'il est en train de dire, c'est que les mecs qui impriment, c'est la banque centrale. Et c'est eux qui décident, d'accord? Ils décident du prix de l'argent. On ne se pose pas la question du prix de l'argent. C'est trop intéressant, ça. Mais au final, les taux d'intérêt, c'est le prix de l'argent. Alors toi, quand tu es du côté des gens qui ont de l'argent, tu le prêtes, donc tu fixes ton prix, donc tu as un prix et tu le vends, on va dire, ou tu le loues, ok? Et quand tu n'en as pas, tu l'achètes, donc tu l'empruntes, ok? Et en fonction de ce prix de l'argent, des décisions vont être prises, ok? Est-ce que ça vaut le coup d'emprunter à ce niveau-là et de déployer son argent? Est-ce que ça vaut le coup de le placer dans ça? Est-ce que ça vaut le coup de le placer dans ça et ça? Okay. Ça, c'est la première vague. Et le deuxième aspect, c'est la quantité d'argent en circulation. Aujourd'hui, depuis 2008, pour les plus jeunes qui nous suivent, la grande crise financière, alors oui, les subprimes, très bien, le marché immobilier qui se casse la gueule, mais en fait, il faut surtout comprendre ce qui se passe après. Ce qui se passe après, c'est que les banques centrales du monde ont décidé tout ensemble d'imprimer de l'argent afin de l'injecter dans le système financier qui était censé l'injecter, lui, dans l'économie réelle. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que... Pour se dire, OK, alors, les banques font faillite. Ouais. Si les banques font faillite, les consommateurs et les business attachés à ces banques risquent de ne pas récupérer leur argent, font faillite, et les gens vont se retrouver sous le carreau. Ouais. Et quand les gens ils se retrouvent sous le carreau, là, le problème, il n'est pas économique, il est politique. Il faut expliquer ça parce qu'ils ne se rendent pas compte, mais les gens pensent que quand tu mets ton oseille en banque, il y a 100% de chances de récupérer l'oseille tout propre, tout clean. Et non, c'est toujours un peu plus compliqué que ça. Le risque zéro n'existe nulle part. Il n'existe nulle part, exactement. Et il y a eu des... Mais c'est fou parce que moi, par exemple, quand je parle à des gens qui sont en France, tranquilles, dans une petite campagne, l'argent est en banque, tu vois. Exactement. Et pour eux, la banque, c'est comme un coffre-fort impénétrable où il y a une espèce de soucoupe volante autour, ou un truc qui fait que jamais cet argent sera touché. Exactement. Et non, je crois qu'il faut en discuter un petit peu et qu'il faut expliquer aux gens que l'argent est utilisé de manière un petit peu différente, que évidemment, quand tu mets ton argent dans une banque, d'autant plus si elle est physique et qu'elle... Bon, normalement, c'est censé être
plus safe que le reste. Mais il y a tous les jours Silicon Valley Bank, il y a pas Exactement. longtemps. Et après, il y a eu Ça continue. Lehman Brothers. Enfin, il y a eu des dizaines de banques où les gens ont mis de l'oseille et ont jamais récupéré l'oseille. tu vois. Exactement. Et alors, tu as les systèmes d'assurance gouvernementale qui te disent, OK, très bien, ton argent est assuré, mais c'est jusqu'à un tel Ouais. montant. 100 000, c'est ça? En Europe, c'est ça, c'est 100 000. Tu vois. Et donc, du coup, ils se sont dit, on ne peut pas risquer, parce que là, le problème, c'est qu'ensuite, tu as les gens qui commencent à créer des révolutions. Bien tu sûr. vois. Et c'est toujours pareil. L'assurance, ça fonctionne jusqu'à un certain volume. Mais si demain, tu as toutes les banques françaises Exactement. du jour au lendemain qui font faillite, tu peux pas Tu peux assurer pas. tout le monde. Exactement. Tu vois. Donc, ils se disent, on va anticiper. Ils ont laissé volontairement des acteurs comme Lehman Brothers du système financier s'écrouler. Ils en ont sauvé d'autres. Alors après, ça, c'est les discussions de derrière. Ouais, ça, c'est des petits billets sous Voilà, la table. sous la table. Mais en tout cas, les banques centrales se disent très bien. On va imprimer, on va balancer la sauce et on va inonder le marché financier et pour enfin que l'économie réelle en profite de liquidités. Très bien. Ce qui fait que, et tout en baissant les taux d'intérêt, ce qui fait que depuis 2008-2009, tu as des milliards et des milliards de dollars en circulation dans le système qui cherchent à où est-ce qu'ils vont se parquer, où est-ce qu'ils vont se placer, où est-ce qu'il y a la moindre petite opportunité pour les 2, 3, 4, 5%, tu vois, de rentabilité supérieure, tu vois. Et comprendre cette vision, et ce qui est en train de se passer, et suivre, si tu veux, la quantité de monnaie en circulation, ça te permet de te dire, OK, avec un peu de sens commun, Ouais. je te dis très bien, même si il y a un risque, si tu veux, de ralentissement économique, de récession économique, mais cet argent en circulation dans les marchés ne va pas disparaître du jour au lendemain. Il faut qu'il continue à être déployé. Donc, tu sais qu'il va quand même y avoir encore des opportunités d'investissement. Voilà. Ce qui fait que même dans les bull markets, les bear markets, dans une économie en expansion ou en récession, tu as encore des opportunités de pouvoir faire de la rentabilité, tu vois, sur les marchés. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément d'argent en circulation et cet argent, on revient à la fonction de la finance, il cherche à ce capital cherche à être alloué afin de créer de la rentabilité. Donc ça, toujours avoir un œil sur les politiques monétaires et de banque centrale pour se dire tant que les gars ils continuent à avoir, si tu veux, ça fait déjà maintenant 15 ans qu'ils ont une activité, on va dire, expansionniste Ah ouais. de D'ailleurs, monétaire. durant le Covid, c'était intéressant. Tu sais, Ah oui. la courbe du dollar. Et en fait, si eux, parce qu'en fait, comment ils font ça pour rentrer vraiment dans le détail, mais en fait, aux États-Unis, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'ils impriment l'argent et en fait, ils achètent en Mais partie les ils bons du impriment littéralement, c'est-à-dire que c'est vraiment. Alors, ils l'impression. impriment littéralement, mais en fait, ce qu'ils font, c'est en fait les dollars en circulation, le papier, si tu veux, c'est minoritaire. Si tu veux, quand tu prends la masse monétaire en circulation. En fait, ce qu'ils font, c'est que le département du Trésor, donc on va dire le ministère des Finances américain, ils émettent de la dette. D'accord ? Et en fait, la Fed, la Banque centrale américaine, ils achètent la dette. Tu vois ? Donc en fait, ce que tu regardes, c'est la Fed en tant que telle, la Banque centrale américaine, c'est comme une institution, c'est comme la banque des banques, tu vois. Et elle, Badass bank. voilà, mais- tu vois. Et elle, si tu veux, elle a aussi un bilan et un compte de résultats, tu vois. Et en fait, quand tu regardes le bilan de la Banque centrale, elle a des bons du Trésor américain, elle a d'autres types d'actifs financiers, elle avait même des actifs un peu plus risqués à un certain moment, beaucoup moins maintenant. Et donc, tu veux, ça te permet déjà de se dire, OK, est-ce que la Banque centrale est en mode activiste ? Et dans ce cas, elle imprime physiquement ou digitalement de l'argent, ce qui fait que le système va continuer à avoir de la monnaie en circulation qui va augmenter. Donc, Comment ça fonctionne une impression technologique ou algorithmique, parce que soit tu imprimes, c'est-à-dire que tu prends vraiment limite un pinceau et tu peins ton billet à la Ouais. mano, tu vois, donc ça c'est l'impression papier. Comment tu imprimes une monnaie si tu l'imprimes pas par papier? bah, c'est presque la beauté je veux dire, le cauchemar, en fait. C'est-à-dire que
C'est-à-dire qu'en fait, la banque centrale, si tu veux, l'essentiel des banques commerciales américaines, Bank of America, JP Morgan, tout ça, elles viennent et puis, si tu veux, elles se financent auprès de la banque centrale. Tu vois. Quand elles viennent, elles empruntent auprès de la banque centrale à un taux qui s'appelle le taux directeur. Tu vois. Il doit être sympa, le taux directeur. Bah, voilà. Donc, en fait, c'est ça qui fixe le prix de l'argent. Parce que si moi, je suis la banque centrale, on est à Alexis Mouli Bank Corporation, tu vois. Tu viens me voir et I tu me hope dis... so, man. Eh oui, Ça arrivera un je jour, te- ça. Je sais, je te fais kiffer un peu, tu vois. Et, La licence, elle est galère à avoir. mais tu vas trouver un moyen, je sais, je te fais confiance. Et si tu viens me voir et tu me dis, voilà, j'ai besoin de... Voilà, pour me refinancer, j'ai besoin de 10 milliards. Très bien. Bah, je te dis, bah, je te les prête à 4-5%. OK. Toi, tu vas les prêter à combien? Tu vois. Ouais, Tu vas les prêter à plus. c'est ton travail. Tu Après. vois. Donc, en fait, toi, moi, je te prête l'argent, mais je vais pas venir avec des cargos de cash. Ouais, il n'y a pas de sac, évidemment. On va faire une petite écriture digitale, Bam. tac, tac. Bam. Donc, moi, je crée cette écriture digitale. Et il y a quoi? Il y a un wire qui part. Voilà. Et ça arrive. En fait, tu as ton compte chez moi. Et je vais dire, bon, bah, très bien, je crédite le compte de Alexis Mouli Bank Corporation de 10 milliards. Donc c'est encore plus simple que ce qu'on le pense. Exactement. Et voilà, 10 milliards de plus en circulation. Aïe, 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 aïe. Tu vois. Donc, et après, ce qui se passe, c'est que toi, après, avec le système de réserve fractionnaire, c'est encore plus beau. C'est-à-dire que moi, je t'ai filé 10 milliards. Ouais. Très bien. Toi, en prêt, très bien, tu prêtes l'argent, tu acceptes des dépôts, tu vois. Et alors après, faut voir les modalités, tu vois. Mais en fait, pour $1 déposé chez toi, tu peux en prêter 9, tu peux en prêter 10. Donc, tu crées Bien de sûr. l'argent sur de l'argent, tu vois. Parce qu'on part du principe sur les stats qu'il y a tant de personnes qui vont rembourser leurs prêts. Exactement. Surtout aux States, c'est quand même assez rigide et il y a la vite de la saisie, etc. Donc en général, les gens remboursent. C'est ça. Mais bon, les gens remboursent, mais aussi à la fois, t'as vu les dettes étudiantes aux States, etc. Les mecs, jusqu'à 40 piges, 50 piges, ils traitent Ah ça ouais, de la tu rue. défautes pas. C'était attaché jusqu'à un délire. 40 ans, tu t'en fous. Ouais. C'est un délire. Ouais. Et moi, ça me fascine parce qu'en fait, ces mecs-là, ils sont bien conscients que bon, ils prennent leurs stats et ils savent que par exemple, pour $1 de dépôt, ils peuvent en prêter, je sais pas, 9. Mais ils sont bien conscients que si on raisonne comme ça pendant 30 piges, il y a un moment où le calcul, il peut plus fonctionner, quoi, tu vois. Et c'est là où vient le concept du too big to fail. Ah. C'est-à-dire qu'en 2008, quand, si tu veux, les banques se sont retrouvées et se dire, OK, très bien, il commence à y avoir des défauts en cascade et on risque de mettre la clé sous la porte, bah, qu'est-ce qu'ils font? Les mecs, ils prennent leur jet privé, ils vont à la Maison Blanche ou ils vont au Congrès ou ils vont à la Banque centrale et ils disent, très bien, est-ce que vous voulez vraiment qu'on fasse faillite? Et très souvent, la réponse est non, évidemment. Est-ce que toi, tu veux prendre cette responsabilité-là, tu vois, d'avoir des dizaines de millions de mecs sur le carreau et non, bon bah très bien, bon bah tu vas me bail out, tu vois, les banquiers. Donc C'est pour ça, vous croyez que c'est nous les vrais vendeurs, mais les gars, nous on fait gaulerie tout le monde. C'est ces mecs-là les vrais. C'est les ces banquiers, mecs-là. ouais, non, donc c'est vrai, c'est fascinant quand tu commences à regarder, Bien tu vois, et sûr. quand tu commences à enlever tout le, si tu veux, tout le Le brouhaha. ouais, exactement. Voilà. Et Quand tu commences à choper un faire truc le, clair, ouais. voilà, exactement. Tu commences à faire le tri et donc voilà. Donc quand tu te poses des questions et tu commences à comprendre le système monétaire et après tu commences à te dire, ok, très bien. Quels sont les 3 grands thèmes qui vont régir et influencer l'état de l'économie américaine et l'économie mondiale? Très bien. Donc je commence à avoir un sens de là où on va. On en avait fait 2, non? Tu m'as dit prix de l'argent, quantité monétaire. Voilà. Après, tu regardes au niveau économique. Alors, tu vas regarder, par exemple, aux États-Unis, en fait, ce qu'ils font, c'est tous les mois, ils font des surveys. C'est intéressant, tu vois, parce que tu as différents instituts. Il y en a un qui est connu, c'est l'ISM, sur la partie manufacturing, production, et la partie service. Tu vois. Ok. Et donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont interviewer des business owners. Ils se disent très bien, ils posent des questions, ils te disent comment tu vois le business, comment est ton carnet de commandes, est-ce que tu embauches, est-ce que tu builds de l'inventaire, des stocks, comment sont tes clients, est-ce que tu te fais payer en temps et en heure. Et en fait, ils font une espèce de synthèse qu'ils publient. Donc, ça te permet d'avoir,
Au lieu d'avoir, si tu veux, cette espèce de grands indicateurs macroéconomiques qui souvent regardent dans le passé. Là, tu parles à des gens qui sont sur le terre-terre et qui te parlent de l'avenir. C'est open source, ça? Ouais, c'est gratos, ouais. C'est bon, ça? Exactement, tu n'as pas besoin de payer des subscriptions, tu vois. Et tu as d'autres, on va dire, tu as 3-4 autres, on va dire, ressources qui te permettent, si tu veux, d'avoir une représentation assez fiable et on va dire, et avant-gardiste afin de pouvoir te dire, OK, très bien. Voilà mes différents building blocks. Maintenant, critical thinking, qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je pense que va faire la Banque centrale? Comment j'analyse ce que ces business owners, ces 1000 business owners voient le marché au niveau de la production, de la consommation, de l'emploi? Très bien. Et quels sont maintenant les secteurs et les compagnies ou les classes d'actifs qui vont en bénéficier? Très bien. Là que tu commences à faire ton plan. Et ça, ça me fait rire, les mecs qui se positionnent à l'ouverture du marché et qui se barrent à la fermeture en croyant que ça va marcher toute leur vie. Ouais. Et ça, Le day trading, ouais. Et ça, mec, là, durant le bull run, ça a été fou parce que toutes les semaines, tous les mois, et nous, on a vu, et d'ailleurs, on a même accompagné, donc bon, Ouais. on est aussi pour quelque chose, tu vois. Mais des nouveaux gars qui se disent et qui se pensent experts dans le trading parce qu'ils ont fait, je sais pas combien de centaines de pourcents sur un mois. Parce que globalement, quand tout va bien, tout le monde gagne de l'argent. C'est ça. Mais le vrai sujet pour un vrai trader, c'est qu'est-ce qui se passe quand tout va mal, tu vois. Exactement. Et c'est trop important parce que le problème de ce marché, c'est que dès que quelqu'un fait de l'argent, il a 3 jours de track record qui balance de partout et tout le monde veut lui donner de l'oseille. Et du coup, les gens ne se rendent pas compte, mais dès que tout va mal, tout le monde perd son argent. Exactement. Tout le monde perd son argent. Sauf le mec comme toi. Bah, non, ça m'arrive aussi de perdre. Mais tu dois savoir pourquoi tu perds. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que Alors, je ne veux pas me faire d'ennemis ou de Fais-toi gens. kiffer, vas-y. Ouais, non, On mais craint rien, on est à Dubaï. non, mais après, bon, chacun sa ligne et son business, tu vois. Mais en fait, si tu veux, chaque personne a une responsabilité, si tu veux, pour moi, si tu veux, dans certaines compétences de la vie. Tu vois. C'est-à-dire que la vie, en tant qu'homme en 2023, je ne parle pas pour les femmes parce que bon, je ne vais pas m'octroyer un statut que je n'ai pas, mais on a une responsabilité vis-à-vis de notre famille, on a une responsabilité vis-à-vis de notre corps, de notre esprit, de notre entourage, de la communauté d'une manière générale. Et il y a des skills à développer. Et pour moi, l'investissement, c'est une skill à développer et qui ne doit pas être outsourcé à 100%. Tu te rappelles quand tu parlais tout à l'heure de déléguer? Ouais. Tu délègues, mais ce que tu délègues, tu le comprends. Tu vois? Tu le comprends, tu l'as fait. Après, aujourd'hui, ça ne rentre pas forcément dans ton paradigme de l'urgence ou du fait que ce soit hyper important pour toi en tant que chef d'entreprise. Ouais, bien sûr. Mais tu l'as fait, tu sais le faire, tu es Ouais. capable de le juger et de le réorienter s'il est fait de manière où tu juges pas forcément adéquate. Ça, c'est trop important parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que moi, demain, j'ai besoin, je sais pas, de développer un site internet. J'ai jamais fait de dev de ma vie. J'emploie une société de dev, elle me pond le site. Elle me contacte une semaine plus tard en me disant attends, il y a une ligne, enfin, il y a un truc à changer et tout. Ok, très bien. Et elle me sort un devis de $70,000 parce qu'elle me dit attends, mais tu te rends pas compte en fait. Exactement. Il y a tout à rebuild, mec. Il y a à faire une équipe de 50 personnes sur 30 jours à temps plein, c'est fou. Il y a eu des serveurs et toi, tu es là, bah, putain, mec. Et tu te retrouves dans une posture où, comme tu n'as aucun élément de réponse et tu n'as aucun élément, argument ou que sais-je, bah souvent tu casques la putain de bille. Exactement. Et là, tu te fais douiller. Ouais. Alors que si tu fais juste l'effort de comprendre et d'avoir une idée globale des tenants et aboutissants, mais il n'y a aucun monde. Tu peux te faire un petit peu avoir, mais dans la limite de l'agréable, tu vois. Ouais. Mais tu prendras jamais une douille de l'espace où tu peux réellement pas t'en remettre ou que ça te mette mal, tu vois. Exactement. Ouais. Et c'est un... Pour moi, si tu veux, c'est ce que j'essaye si tu veux, et c'est pour ça qu'on a eu des conversations depuis qu'on s'est rencontrés la première fois avec mon frère très, très intéressantes et que moi, c'est avec plaisir que j'essaye de le partager.
c'est qu'en fait, tout le monde a une responsabilité de comprendre ce qui se passe et de se dire, OK, je n'ai pas de raison de faire confiance aveuglément à quelqu'un qui se prétend être un expert sans au moins avoir, si tu veux, des bases de compréhension, de me dire très bien. Il va me dire ce qu'il va me dire, il a l'expérience, je peux le croire, mais je peux le challenger, je peux poser des questions, je peux comprendre, je peux avoir un avis qui diffère. À the end of the day, on s'en fout qui a raison, qui a tort. Mais il y a un process, tu vois. Et ce process, c'est aussi malheureusement la société dans laquelle on vit. On va aller vite, on veut les résultats rapides. C'est comme quand toi, tu vas à la salle, tu vas au sport, on fait de la boxe, tu vois. On ne s'attend pas à monter sur le ring tout de suite. On ne s'attend pas à tenir 12 rounds et se dire on va... Non, tu sais qu'il y a un process à faire et que tu es prêt à le faire et tu sais que les résultats ne vont pas être visibles. Mais il y a un bénéfice. Et l'investissement, c'est pareil. C'est comme le sport, c'est comme l'équilibre mental, c'est comme les relations familiales. Ça s'apprend, ça se développe, ça se comprend, ça s'entretient, ça se nuance, exactement. Et ça se challenge, tu vois. Ça se challenge, mais c'est une responsabilité, tu vois. Et j'étais parfois, pas attristé, mais presque apeuré, tu vois, de voir certaines personnes qui ont de l'argent, qui font de l'argent dans l'entrepreneuriat, dans l'infoprenariat, dans la médecine, qui ont cravaché, qui ont une expertise particulière, qui ont accumulé un petit peu de capital, tu vois, ou beaucoup, et qui se disent, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais me tourner à mon banquier privé, je vais écouter des gars sur Internet, qui je fais confiance? Est-ce qu'on va pas me mettre une douille? Est-ce qu'on va pas Mais c'est ça, tu vois. Et ces mecs-là sont plus angoissés quand ils ont de l'argent bien sûr, que quand ils n'avaient pas d'argent. bien sûr. Et ça, mec, mais quand j'ai découvert ça, tu te rends pas compte le délire que ça a été. Parce que toute ma vie, j'ai jamais eu d'argent. Mon rêve, c'était d'en avoir. Ouais. Et à la seconde où tu as tout l'oseille que tu rêvais avoir, tu dis ah, mais en fait, c'est une source de stress monstrueuse. Et c'est un délire, tu vois. Et juste, je me permets de rebondir parce qu'en fait, j'ai eu une discussion récemment avec Alex, qui est mon associé. On investit ensemble et tout. Et tu vois, on a essayé beaucoup de trucs finance way, des trucs très basiques. Et honnêtement, on a perdu de l'oseille de partout. Mais de notre faute. On a fait confiance à des mecs trop rapidement, des gens qui nous ont mis des douilles. On a accepté des propositions où, en vrai, on savait très bien qu'on payait pour voir quelque part. Ouais. Et à la fin de la journée, tous les business dans lesquels on fait vraiment de l'argent, c'est les investissements dans lesquels on fait vraiment de l'argent. Déjà, petit 1, c'est jamais réellement que des investissements, mais c'est toujours des entre-deux entre de l'investissement et du business. Ouais. Parce que nous, c'est le truc dans lequel on est bon. Et petit 2, c'est les trucs qu'on connaît, tu vois. Ouais. On achète des voitures qu'on met en location. On connaît ce truc-là. Ouais. On voit, on sait les clients. On connaît tous les tenants aboutissants. Si la voiture est cassée, immobilisée, on sait comment ça fonctionne. Là, on est en train d'ouvrir une société de wake. Tu sais, on prend un bateau et on va traîner des mecs derrière. Stylé. Pareil, tu vois, Alex fait beaucoup de wake, on connaît les prix, on connaît le marché et on met de l'argent dedans parce qu'on sait que ça fonctionne. Et Adam, que tu connais bien, c'est trop intéressant parce que moi, ce mec-là, je lui ai dit, attends, mais tu as beaucoup de liquidités. Comment ça se fait que tu fasses pas DCA ou Anyway? Il me dit, parce qu'en fait, si je suis très très bon dans le monde des finances, peut-être que je peux me permettre de faire, je sais pas, 10, allez, 15, peut-être 20% par an à tout exploser, tu vois. Par contre, moi, en lançant des business, j'ai déjà fait des fois 1000. Et quand tu as vraiment confiance en toi, en tes skills et en ta vision, en vrai, le mieux que tu puisses faire, c'est de faire confiance à toi et investir sur toi petit 1, tu vois. Exactement. Et ça, je crois que c'est trop important de le rappeler. C'est extrêmement important et c'est, si tu veux, c'est la tangente de ce qu'on disait sur se connaître en tant qu'investisseur. C'est ça aussi, tu vois. Et tu as testé beaucoup de choses. Moi aussi, j'ai testé beaucoup de choses en dehors de mon périmètre de connaissances et d'expertise. J'ai acheté des sites internet, j'ai fait l'immobilier, investir dans des startups. C'est pareil, tu vois. Et en fait, on est venu à la même conclusion avec mon frère, tu vois. C'est de se dire, OK, mais attends, mais pourquoi on va se mettre dans un domaine où déployer de l'argent, dans un domaine où statistiquement, on n'a pas de valeur ajoutée. On n'a pas de connaissances, on n'a pas de compréhension, on n'a pas d'influence. Lui, il est dans la santé. Moi, je suis dans la finance.
c'est deux secteurs qui... Qui brasse, mec. alors, Déjà, Oh, petit oh, avant c'est- toute chose. J'allais dire relativement large. On a de quoi faire, tu vois. Et on s'est dit, mais alors... Et en fait, c'est marrant de se dire que même quelqu'un avec un petit peu d'expérience comme moi-même qui se donne une discipline au niveau de l'investissement dans les marchés financiers, en dehors, tu vois, tu testes, tu goûtes, mais ça fait aussi partie de l'investissement. J'ai créé une boîte, j'étais entrepreneur dans la bouffe, tu vois, t'imagines. Parce que j'avais envie d'avoir ce feeling. Mais au final, tu reviens et tu te dis, OK, dans quoi je suis bon? Ma Ok. base. Voilà, quelle est ma base? Dans quoi je suis confortable? Dans quoi j'ai envie de m'améliorer? Et le self-awareness, tu vois. Yeah. Se dire, OK, très bien. Quel est dans l'échiquier, OK, des skills et des connaissances et du monde dans lequel j'évolue, où est-ce que je peux faire une différence, tu vois? Où est-ce que je peux me positionner? Où est-ce que je peux me sentir à l'aise aussi? Parce que l'idée, c'est pouvoir aussi dormir tranquille, C'est clair. tu vois. Parce qu'à la fin de la journée, C'est- si tu es là à droite à gauche, mais tu n'arrives pas à t'endormir, ou tu as des angoisses, ou tu dois prendre des cachetons, what's the point? Ça vaut peut-être pas le coup. Ouais. Ça vaut peut-être pas le coup, tu vois. Donc, comprendre ces domaines on va dire de compétences, d'expertise, et puis après, double down. C'est parti, tu vois. Exactement. That's it, man. Et je pense que c'est ce que tu fais aussi de très, très bien. J'apprends Écoute. un petit j'apprends à te connaître. C'est vrai qu'on On fait de notre mieux, tu vois. Ouais, mais c'est Toujours pareil. bien. Moi, c'est ce que je respecte. C'est ce dont on discutait la dernière fois avec nos amis en commun, Adam et autres. Tu vois, c'est savoir rester dans sa ligne et avoir l'humilité de se dire ça, je connais pas, ça, je connais pas, Ouais. ça, j'ai envie d'apprendre. Essayer de bring des mecs qui sont compétents autour de soi, tu vois. Et de faire confiance, et de s'allier, de se dire j'ai confiance qu'on peut faire quelque chose ensemble. Ça marche pas, mais au moins, on est tous gagnants, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Tu vois. Trop stylé. Mais voilà. Trop stylé. J'aurais peut-être dû booker plus de temps parce que je me rends compte que j'ai encore 1800 questions à te poser. Mais à la fois, la crainte que j'avais, c'était de me dire là, honnêtement, c'est déjà un bon gros steak. Il Ouais. faut réussir à le dévorer et au-delà de ça, réussir à le digérer et à prendre les bonnes informations. Honnêtement, je suis chaud de te refaire revenir pour discuter d'autres choses et tout parce Quand que tu veux, Alexis, la réalité, avec c'est que plaisir. là, on va discuter de ça, tu vois, et que toi, tu es bien plus grand que simplement quelques trades placés à la hausse ou à la baisse. Je sais pas, on apprend tous les jours. On va apprend checker. tous les jours. On va checker. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de C'est l'invitation, un Alexis. immense plaisir. Je te laisse finir par ce que tu veux, une cote, une musique, un peu de promotion peut-être, parce que oui, monsieur fait comme les autres et arrive sur le marché dans très peu de temps. Non. Qu'est-ce que je pourrais dire? Prenons conscience de la chance qu'on a. Pour beaucoup d'entre nous, on a de la chance. On a des talents, on a du savoir. Maintenant, il ne faut pas forcément penser que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Ça, c'est trop important. Et on peut s'améliorer, on a des choses à faire sur soi. Et discipline, travail, confiance et bonne humeur. Parce qu'à the end of the day, la Faut vie, elle est kiffer, courte. mec. Mais ouais, la vie, elle est courte. Wouhou. Merci beaucoup, frérot. Merci, Alexis. Merci à toi. See you there, guys. See you there. Ciao. And they wishing on me. Yeah. Hey, hey. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mama. I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted